Le morceau de pain était dur, presque rassis, mais c'était tout ce qui restait à Elias ce matin-là. Ses doigts sales le serraient comme un trésor pendant qu'il marchait pieds nus dans les ruelles du vieux quartier, cherchant un coin tranquille pour manger. Il avait 12 ans, mais son visage émacié lui en donnait 15. Ses vêtements troués pendaient sur son corps maigre comme des haillons sur un épouvantail. La ville s'éveillait lentement. Les commerçants ouvraient leurs boutiques, les voitures commençaient à envahir les rues. Personne ne regardait Elias. Il était devenu invisible, comme tous les enfants des rues. Un fantôme parmi les vivants. Il s'arrêta près d'une fontaine publique, s'assit sur le rebord froid et regarda son pain. Son estomac criait famine depuis la veille. Il allait mordre dedans quand il entendit une toux rauque, déchirante. À quelques mètres, recroquevillée contre un mur, une vieille femme tremblait sous une couverture élimée. Son visage était gris, ses lèvres bleues. Elle toussait sans pouvoir s'arrêter, son corps tout entier secoué par les spasmes. Elias hésita. Il regarda son pain, puis la femme, puis à nouveau son pain. La faim le tiraillait, mais quelque chose de plus fort le poussait vers elle. Il s'approcha doucement. « Madame, vous allez bien ?» La femme leva vers lui des yeux voilés par la fièvre. Elle essaya de parler, mais ne réussit qu'à tousser encore. Sans réfléchir davantage, Elias cassa son pain en deux et tendit la plus grosse moitié à la vieille femme. « Tenez, mangez. » Les mains tremblantes de la femme prirent le morceau. Des larmes coulèrent sur ses joues creuses. « Pourquoi tu fais ça, petit ?» murmura-t-elle d'une voix brisée. « Parce que vous en avez besoin plus que moi. » Il resta avec elle pendant qu'elle mangeait lentement, par petites bouchées. Puis il alla remplir une bouteille en plastique à la fontaine et la lui donna à boire. La femme le regardait avec une intensité étrange, comme si elle voulait graver son visage dans sa mémoire. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle. « Elias. Elias. » Elle répéta le nom comme une prière. « Tu as un cœur en or, petit Elias. Un jour, le monde le saura. » Le garçon sourit timidement. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose d'aussi gentil. Un bruit de moteur puissant attira leur attention. Une limousine noire venait de se garer près de la fontaine. Un homme en sortit, grand, imposant, vêtu d'un costume à plusieurs milliers d'euros. Il était suivi d'un garde du corps. « Mère !» cria l'homme en se précipitant vers la vieille femme. Elias recula instinctivement, effrayé par l'autorité qui émanait de cet homme. « Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai cherché partout. » L'homme s'agenouilla près de la femme, son visage mêlant colère et soulagement. « Vincent, » souffla-t-elle. « Tu as encore fugué de la maison de repos. Tu es malade, tu ne peux pas vivre dans la rue. » Vincent Duchamp. Elias reconnut soudain ce nom et ce visage. C'était l'un des hommes les plus riches de la ville, propriétaire d'un empire immobilier. On voyait sa photo dans les journaux abandonnés que les mendiants utilisaient parfois comme couverture. La vieille femme toussa encore. « Je voulais revoir les rues, où j'ai grandi, avant. »« Avant quoi? Ne dis pas de bêtises !» Vincent la prit dans ses bras avec une douceur surprenante. « On rentre, le médecin t'attend. » C'est alors que son regard tomba sur Elias, toujours là, témoin silencieux de la scène. « Toi ?» aboya Vincent. « C'est toi qui l'as amené ici? Tu as essayé de lui voler quelque chose ?»« Non, monsieur, je... » « Ces sales gosses des rues. » Vincent se tourna vers son garde du corps. « Marc, appelle la police. »« Non. » La voix de la vieille femme, soudain forte, les figea tous. « Vincent, ce garçon m'a aidé. Il m'a donné à manger alors qu'il n'avait presque rien. » Vincent regarda à nouveau Elias, mais son expression ne s'adoucit pas. Au contraire, son mépris sembla s'intensifier. « Des miettes. C'est tout ce que ces parasites peuvent offrir. Des miettes. » Il sortit son portefeuille et jeta un billet froissé aux pieds du garçon. « Tiens, achète-toi des chaussures et ne t'approche plus jamais de ma mère. » Le billet valait 100 €, plus d'argent qu'Elias n'en avait jamais vu. Mais il ne le ramassa pas. Il resta là, figé, humilié, tandis que Vincent emmenait sa mère vers la limousine. Juste avant de monter, la vieille femme se retourna une dernière fois. Ses lèvres formèrent silencieusement « Merci, Elias. » Puis la voiture démarra,
disparaissant dans la circulation du matin. Elias resta longtemps immobile. Finalement, il ramassa le billet. Non par cupidité, mais parce que 100 € pouvaient signifier survivre un mois de plus. Il mangea sa moitié de pain en pensant à la vieille femme et à son fils cruel. Cette nuit-là, recroquevillé dans l'entrée d'un immeuble abandonné, Elias fit un rêve étrange. La vieille femme lui apparut, jeune et souriante, vêtue de lumière. « N'oublie jamais qui tu es, Elias. Ton cœur est ta plus grande richesse. Protège-le. » Les années passèrent comme des saisons, chacune apportant son lot d'épreuves. Elias avait 14 ans quand il rencontra Père Jacques, un vieux prêtre qui tenait une petite église dans un quartier pauvre. Le prêtre l'avait trouvé un soir d'hiver, à moitié mort de froid, et l'avait ramené à l'église. « Mon garçon, Dieu t'a mis sur mon chemin pour une raison, » avait dit Père Jacques en le réchauffant près du poêle. L'église devint son refuge. En échange d'un toit et de repas, Elias aidait à l'entretien. Mais Père Jacques lui offrit bien plus que ça, une éducation. Chaque soir, le vieux prêtre lui enseignait à lire, à écrire, à calculer. Il lui parlait d'histoire, de philosophie, de la nature humaine. « L'intelligence seule ne vaut rien sans la compassion, » disait souvent Père Jacques, « et la compassion sans action n'est que sentiment vide. Tu as les deux, Elias, tu iras loin. » À 16 ans, Elias lisait Dostoïevski et Hugo. À 17, il avait dévoré tous les livres de la bibliothèque de l'église. Il étudiait avec une faim plus grande encore que celle qui avait torturé son ventre d'enfant. Père Jacques, malade, l'appela une nuit à son chevet. « Mon temps est venu, mon garçon. »« Non, père, vous allez guérir. »« Écoute-moi. » La main ridée du prêtre serra celle d'Elias. « J'ai économisé un peu d'argent toute ma vie. Ce n'est pas grand-chose, 5 000 €, mais je veux que tu l'utilises pour continuer tes études. Va à l'université, deviens quelqu'un, pas pour la gloire ou l'argent, mais pour pouvoir aider plus de gens. » Elias pleura cette nuit-là. Père Jacques mourut à l'aube, un sourire paisible sur les lèvres. Avec cet héritage modeste et une bourse obtenue grâce à des notes exceptionnelles, Elias entra à l'université. Il étudiait l'économie et la finance, dormant 4 heures par nuit, travaillant comme serveur le week-end pour compléter ses maigres revenus. Ses camarades, issus de familles aisées, se moquèrent de ce garçon des rues qui sentait parfois la friture du restaurant où il travaillait. Mais Elias ne disait rien. Il étudiait, apprenait, observait. Il remarqua quelque chose que personne d'autre ne voyait. Les quartiers pauvres de la ville étaient en train d'être lentement grignotés par les promoteurs immobiliers. Les loyers augmentaient, les habitants historiques étaient chassés. Et derrière plusieurs de ces projets, il reconnut un nom, Duchamp Immobilier, Vincent Duchamp. Elias n'avait jamais oublié cet homme et son mépris. Il n'avait jamais oublié non plus sa mère, la vieille femme qui avait béni son cœur en or. À 22 ans, diplômé avec les honneurs, Elias se lança dans les affaires. Il commença petit, très petit. Avec les quelques milliers d'euros économisés, il acheta une maison délabrée dans un quartier défavorisé, la rénova lui-même et la transforma en logements sociaux abordables. Son principe était simple, gagner de l'argent, oui, mais jamais aux dépens des plus vulnérables. Réinvestir la majorité des profits pour créer plus de logements. Construire des communautés, pas des ghettos dorés. Les premières années furent dures. Les banques refusèrent de lui prêter. Les grands promoteurs le voyaient comme une blague. Mais Elias était patient. Il avait appris la patience dans les rues froides où il avait grandi. Lentement, son entreprise grandit. D'une maison, il passa à 5, puis 10, puis un immeuble entier. Les habitants des quartiers populaires commencèrent à faire confiance à ce jeune homme qui ne les chassait pas, mais les aidait. La presse locale remarqua son approche unique. Des investisseurs éthiques, rares mais réels, commencèrent à s'intéresser à son modèle. À 28 ans, Elias dirigeait une entreprise de construction sociale en pleine expansion. Mais il n'oubliait jamais d'où il venait. Chaque matin, il visitait les chantiers, parlait avec les ouvriers, avec les futurs résidents. Il créait des programmes d'emploi pour les jeunes des quartiers difficiles, leur donnant la chance qu'ils n'avaient jamais eu enfant. « Pourquoi vous faites tout ça ?» lui demanda un jour un journaliste. « Vous pourriez gagner 10 fois plus en construisant du luxe. » Elias sourit, pensant à un morceau de pain partagé dans une rue froide des années auparavant.
Parce que j'ai appris qu'on ne perd rien à donner, on gagne sa propre humanité. L'article fit sensation. Du jour au lendemain, Elias devint une figure publique, le visage d'un capitalisme conscient que beaucoup appelèrent de leur vœu. C'est alors que les ennuis commencèrent. Duchamp Immobilier, l'empire de Vincent, perdait des terrains face à la petite entreprise d'Elias. Les habitants préféraient vendre à celui qui promettait de préserver leur communauté plutôt qu'au géant qui les détruisait pour construire des tours de verre. Vincent ne le supportait pas. Pour lui, Elias était un idéaliste naïf qui ne comprenait rien aux vraies affaires. Il ordonna à ses avocats d'attaquer. Procès pour concurrence déloyale, accusation de non-conformité aux normes, pression sur les banques pour couper le crédit d'Elias. Mais Elias tint bon. Chaque attaque était repoussée, chaque accusation réfutée. Son intégrité était son bouclier. Un soir, épuisé après une journée d'audience, Elias reçut un appel. « Monsieur Ferreira ?» Une voix de femme hésitante. « Oui ?» ?»« Je m'appelle Marie. J'étais l'infirmière de Madame Duchamp, la mère de Vincent Duchamp. Elle est décédée il y a 3 mois. » Le cœur d'Elias se serra. La vieille femme, elle était morte. « Je suis désolé de l'apprendre, » murmura-t-il sincèrement. « Avant de mourir, elle m'a donné quelque chose. Elle m'a fait promettre de vous le remettre si je vous retrouvais un jour. Elle parlait souvent de vous. Elias, le garçon au cœur d'or, elle disait. Elle se souvenait de moi? Chaque jour, elle disait que vous lui aviez rappelé ce qu'était la vraie bonté. Pouvons-nous nous rencontrer? Ils se retrouvèrent dans un café le lendemain. Marie lui tendit une enveloppe jaunie et une petite boîte. Elle voulait que vous ayez ça. Elias ouvrit l'enveloppe. Une lettre écrite d'une main tremblante. « Cher Elias, si tu lis ces mots, c'est que je suis parti. J'espère que la vie t'a été douce, même si je sais qu'elle ne l'est rarement pour les âmes pures comme la tienne. Ce jour où tu m'as donné ton pain, tu m'as redonné foi en l'humanité. J'étais sorti de cette maison de repos dorée où mon fils m'avait enfermé parce que je voulais me souvenir. Me souvenir des rues où j'avais grandi pauvre avant d'épouser un homme riche. Me souvenir de qui j'étais vraiment. Mon fils Vincent a tout oublié. Il ne se souvient plus qu'à 6 ans, il était comme toi. Son père nous avait abandonnés et nous vivions dans une seule pièce humide. Je travaillais 16 heures par jour pour le nourrir. Puis j'ai rencontré Monsieur Duchamp, un veuf sans enfant qui m'a épousé et nous a donné son nom et sa fortune. Vincent a grandi dans le luxe et a oublié la pauvreté. Il est devenu dur, impitoyable. J'ai essayé de lui enseigner la compassion, mais l'argent l'a changé. Cela brise mon cœur de mère. Dans cette boîte, il y a une clé. C'est celle d'un coffre à la Banque nationale, agence centrale. Le numéro est inscrit au dos. J'y ai placé quelque chose qui t'appartient de droit. La moitié de mes économies personnelles, séparées de la fortune Duchamp, 2 millions d'euros. Non, ne refuse pas. C'est ma volonté. Utilise cet argent pour continuer à faire le bien. Sois l'homme que mon fils aurait dû devenir. Et si un jour tu croises à nouveau Vincent, je t'en supplie, montre-lui qu'il s'est trompé. Montre-lui que la vraie richesse n'est pas dans les comptes en banque, mais dans les vies qu'on touche. Avec toute mon affection et ma gratitude éternelle, Marguerite Duchamp. Elias ne réalisa pas immédiatement qu'il pleurait. Les larmes coulaient librement sur ses joues tandis qu'il relisait la lettre encore et encore. 2 millions d'euros. Une fortune. Mais plus que l'argent, c'était la reconnaissance, l'amour d'une mère pour un enfant qui n'était pas le sien, mais qui avait montré plus d'humanité que son propre fils. Marie posa sa main sur celle d'Elias. Elle était en paix quand elle est partie. Elle savait que l'argent irait à quelqu'un de bien. Les mois suivants furent un tourbillon. Avec ce capital inattendu, Elias put étendre son entreprise de manière exponentielle. Il acheta des terrains que Duchamp Immobilier convoitait, non par vengeance, mais pour les transformer en projets communautaires. Il créa une fondation au nom de Marguerite Duchamp pour aider les enfants des rues. Il construisit des centres d'accueil, des écoles gratuites, des cliniques dans les quartiers oubliés. Vincent Duchamp le remarqua évidemment. Cette fois, ce n'était plus un simple concurrent agaçant, c'était une menace réelle. Un jour, Vincent demanda une rencontre. Elias accepta. Ils se retrouvèrent dans le bureau luxueux de Vincent, au sommet d'une tour dominant la ville. Tout ici criait le pouvoir et l'argent, mobilier design, œuvres d'art, vues panoramiques.
Vincent, maintenant dans la cinquantaine, avait vieilli, des cheveux gris, des rides de stress autour des yeux, mais son regard était toujours aussi froid. Ferreira. Il ne lui offrit pas de s'asseoir. Je vais être direct. Combien? Pardon? Combien pour que vous arrêtiez cette croisade ridicule et que vous vendiez votre entreprise? 10 millions? 20? Elias sourit doucement, sans moquerie. Vous ne comprenez pas, ce n'est pas à vendre. Tout est à vendre, tout le monde a un prix. Pas moi. Vincent frappa violemment son bureau. Qui êtes-vous pour me faire la morale? Un ancien mendiant qui a eu de la chance? Vous pensez être meilleur que moi? Plus moral? Non. Elias resta calme. Je ne me pense pas meilleur, juste différent. Nous avons fait des choix différents. Mes choix ont construit un empire. Les vôtres? Quoi? Des logements pour des gens qui ne paieront jamais leur loyer à temps? De la charité déguisée en business? Ma mère m'a appris qu'aider les autres n'est pas de la charité, c'est de la justice. Votre mère? Vincent ricana. Une autre pauvre femme, j'imagine, comme la mienne l'était avant que mon père ne nous sauve. Elias sentit son cœur s'accélérer. Le moment était venu. Votre mère n'a jamais eu besoin d'être sauvée, monsieur Duchamp. Elle était déjà riche, riche de cœur. Ne parlez pas de ma mère. Pourquoi? Vous l'avez enfermée dans une maison de repos dorée parce qu'elle vous embarrassait, parce qu'elle se souvenait d'où elle venait et que ça ne correspondait pas à l'image que vous vouliez projeter. Le visage de Vincent devint livide. Comment osez-vous? Je l'ai rencontrée, dit doucement Elias. Il y a 18 ans, dans une rue près d'une fontaine. Elle était malade, seule. Je lui ai donné mon pain, le seul que j'avais. Vincent se figea. Un souvenir lointain refit surface dans son esprit. Un garçon sale, pieds nus, sa mère parlant de bonté, lui jetant de l'argent aux pieds du gamin avec mépris. C'était vous? Oui. Et votre mère ne m'a jamais oublié. Elle m'a laissé une partie de sa fortune personnelle en héritage. Non pas parce qu'elle ne vous aimait pas, mais parce qu'elle espérait que je pourrais faire ce que vous refusiez, utiliser la richesse pour guérir, pas pour dominer. Vincent s'effondra dans son fauteuil de cuir. Toute son arrogance s'était évaporée. Il avait soudain l'air très vieux, très fatigué. Ma mère vous a laissé de l'argent? 2 millions d'euros. J'ai créé une fondation en son nom. Elle aide les enfants comme j'étais, les oubliés, les invisibles. Un long silence emplit la pièce. Vincent regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Je me souviens de ce jour, murmura-t-il finalement. Je me souviens de vous, de votre visage. J'étais furieux que ma mère soit dans la rue. J'avais honte. Alors j'ai reporté cette honte sur vous. Je sais. Vous savez? La honte nous fait faire des choses horribles, surtout la honte de nos origines. Vous aviez honte de la pauvreté de votre mère, alors vous avez essayé de l'effacer, de la cacher. Vincent ferma les yeux. Des larmes, les premières depuis des décennies, coulèrent silencieusement. Elle me manque. Dieu, elle me manque tellement. Et je ne lui ai jamais dit combien je l'aimais. J'étais trop occupé à construire cet empire pour prouver que j'avais réussi, pour prouver que nous n'étions plus ces pauvres gens. Elle le savait, elle m'a écrit qu'elle vous aimait, malgré tout. Pourquoi? La voix de Vincent se brisa. Pourquoi êtes-vous venu ici? Pour vous venger? Pour me montrer que vous avez gagné? Elias secoua la tête. Non, je suis venu parce que votre mère m'a demandé de vous montrer quelque chose, que la vraie richesse n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on donne, que la vraie force n'est pas dans la domination, mais dans la compassion. Il est trop tard pour moi. Il n'est jamais trop tard. Elias se leva pour partir, puis se retourna une dernière fois. Votre mère m'a dit une fois que j'avais un cœur en or. Je pense qu'elle voyait le même cœur en vous, enfoui sous des années de peur et d'orgueil. Si vous voulez l'honorer vraiment, déterrez-le. Vincent resta seul dans son bureau longtemps après le départ d'Elias. La nuit tomba sur la ville. Les lumières s'allumèrent une à une comme des étoiles terrestres. Il pensa à sa mère, à son sourire, à ses mains calleuses qui le berçaient quand il était petit, au sacrifice qu'elle avait fait pour lui offrir une vie meilleure. Il pensa à l'homme qu'il était devenu, riche, puissant, respecté et profondément seul.
Le lendemain matin, Vincent Duchamp fit quelque chose d'inattendu. Il appela Elias et lui proposa une rencontre. Pas dans son bureau cette fois, mais dans un petit café du quartier où sa mère avait grandi. « Je veux vous montrer quelque chose », dit Vincent quand Elias arriva. Ils marchèrent ensemble dans les rues étroites. Vincent s'arrêta devant un immeuble délabré. « C'est ici que nous vivions, ma mère et moi, au deuxième étage, l'appartement du fond, 9 mètres carrés. » Elias écouta en silence. « Je n'étais pas revenu depuis 40 ans. J'avais trop peur de me souvenir. Mais cette nuit, après votre visite, je n'ai pas dormi. J'ai réalisé que j'avais construit toute ma vie sur le mensonge que le passé n'existait pas, que si j'avais assez d'argent, je pourrais effacer d'où je venais. On ne peut pas effacer son passé, on peut seulement choisir ce qu'on en fait. » Vincent hocha la tête. « Je veux racheter cet immeuble, le rénover, en faire des logements dignes, et je veux que vous m'aidiez. » Elias resta stupéfait. « Vous voulez travailler avec moi ? » ?»« Non, je veux apprendre de vous. Apprenez-moi à faire ce que vous faites, à construire sans détruire, à enrichir sans appauvrir. » Ce fut le début d'une collaboration inattendue. Vincent apporta ses ressources massives, son expertise en construction, son réseau. Elias apporta sa vision, son intégrité, sa compréhension des communautés. Ensemble, ils transformèrent des quartiers entiers, non pas en chassant les habitants pour construire du luxe, mais en améliorant leurs conditions de vie tout en préservant le tissu social. Les médias parlèrent d'un miracle, du loup devenu berger. Mais ceux qui connaissaient la vraie histoire savaient que ce n'était pas un miracle. C'était simplement un homme qui avait retrouvé le cœur qu'il avait perdu. Vincent créa une bourse d'études au nom de sa mère pour les enfants défavorisés. Il finança des centres communautaires. Il s'impliqua personnellement, visitant les chantiers, parlant avec les résidents. Un jour, alors qu'ils inauguraient un nouveau centre pour jeunes dans un quartier difficile, un adolescent s'approcha de Vincent. « Monsieur Duchamp, c'est vrai que vous étiez pauvre avant. » Vincent regarda Elias qui lui sourit avec encouragement. « Oui, ma mère et moi vivions dans un tout petit appartement. Nous n'avions presque rien. »« Et maintenant vous êtes riche. Comment vous avez fait ?» Vincent s'agenouilla pour être à la hauteur du garçon. « J'ai eu de la chance, beaucoup de chance. Mais j'ai fait une grosse erreur. J'ai cru que l'argent était ce qui me rendrait heureux. J'ai oublié que la vraie richesse, c'est les gens qu'on aime et les vies qu'on touche. Ne fais pas la même erreur que moi. » Le garçon hocha la tête, impressionné. Plus tard, alors qu'il rentrait, Vincent dit à Elias : « Vous savez ce qui est ironique ? Pendant des années, j'ai tout fait pour oublier que j'avais été pauvre. Maintenant, c'est la seule partie de mon histoire que je veux partager. Parce que c'est la partie qui vous rend humain. Ma mère le savait, elle a toujours su. C'est pour ça qu'elle sortait parfois de cette maison de repos, pour se rappeler, pour ne pas devenir comme moi. Vous n'êtes plus comme vous étiez. Grâce à vous, grâce à un morceau de pain partagé il y a des années. » 5 ans passèrent. L'empire Duchamp-Ferreira, comme on l'appelait maintenant, était devenu un modèle mondial de développement urbain responsable. Des délégations du monde entier venaient étudier leur approche. Mais pour Elias et Vincent, le plus important n'était pas les prix ou la reconnaissance, c'étaient les lettres qu'ils recevaient, des familles qui avaient enfin un logement décent, des jeunes qui avaient trouvé un travail grâce à leur programme, des communautés qui renaissaient. Un soir d'automne, Elias et Vincent se retrouvèrent près de la fontaine où tout avait commencé. Quelqu'un avait installé une plaque discrète, en mémoire de Marguerite Duchamp, qui nous a rappelé que la bonté ne connaît pas de frontières. « Elle serait fière de vous, » dit Elias. Vincent sourit, les yeux brillants. « Elle serait fière de nous deux, de ce qu'un morceau de pain peut devenir quand il est partagé avec le bon cœur. » Ils restèrent là en silence, regardant l'eau couler dans la fontaine. Des passants les dépassaient, certains les reconnaissaient et les saluaient. D'autres, surtout les plus jeunes, ne savaient pas qui ils étaient. Cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était qu'un garçon des rues avait un jour choisi de donner plutôt que de garder. Et ce simple geste, comme un caillou jeté dans l'eau, avait créé des ondes qui touchaient encore des vies des années plus tard. La bonté n'est pas une question de richesse. Elle ne demande pas de compte en banque ou de pédigré. Elle demande juste un cœur capable de voir la souffrance d'autrui et de dire
Je peux aider. Elias l'avait toujours su, même enfant, même affamé, même invisible aux yeux du monde. Vincent l'avait oublié, perdu dans sa quête de respectabilité et de puissance. Mais il l'avait retrouvé grâce à un mendiant qui était devenu son professeur, son partenaire, son ami. Et dans une ville qui ne dormait jamais, où les riches et les pauvres coexistaient, souvent sans se voir, deux hommes prouvaient chaque jour qu'il était possible de construire des ponts plutôt que des murs. Marguerite Duchamp, quelque part, souriait sans doute. Les années continuèrent de défiler, apportant leur lot de défis et de victoires. Elias avait maintenant 45 ans, Vincent 63. Leur partenariat était devenu légendaire, étudié dans les écoles de commerce comme exemple de rédemption corporative. Mais ce matin-là, en entrant dans son bureau, Elias trouva Vincent assis dans l'obscurité, le visage défait. « Vincent, qu'est-ce qui se passe ?» Vincent leva vers lui des yeux rougis. « J'ai reçu les résultats ce matin. Cancer du pancréas, stade avancé. » Le monde sembla s'arrêter autour d'Elias. Il s'assit lentement, incapable de parler. Les médecins disent 6 mois, peut-être 1 an avec la chimio. Vincent rit amèrement. Tout cet argent, tout ce pouvoir, et je ne peux pas acheter plus de temps. Vincent, non, laisse-moi finir. Vincent se redressa, retrouvant un peu de sa détermination habituelle. J'ai gâché 40 ans de ma vie à courir après des choses qui n'avaient pas d'importance. Grâce à toi, j'ai eu 10 bonnes années. 10 années à faire ce qui comptait vraiment. C'est plus que beaucoup de gens n'en ont jamais. Elias sentit sa gorge se serrer. On va se battre. Il existe des traitements. Oui, on va se battre, mais je dois aussi me préparer. Vincent sortit une enveloppe de sa veste. J'ai modifié mon testament. 50% de ma fortune personnelle ira à la fondation Marguerite Duchamp. Les 40% restants te reviendront. Vincent, non, je ne peux pas. Tu peux et tu vas accepter. Pas pour toi, mais pour continuer ce qu'on a commencé. Vincent posa sa main sur l'épaule d'Elias. Tu as été plus un fils pour ma mère que je ne l'ai jamais été. Tu as été le frère que je n'ai jamais eu. Laisse-moi faire ça. Les mois qui suivirent furent éprouvants. Vincent refusa d'arrêter de travailler malgré la chimio qui le ravageait. Il insista pour visiter chaque projet en cours, pour rencontrer les équipes, pour voir de ses yeux l'impact de leur travail. « Je veux savoir que ça continuera », disait-il. « Je veux être sûr. » Un après-midi de printemps, particulièrement difficile après une séance de traitement, Vincent demanda à Elias de l'emmener quelque part. « Où veux-tu aller ?»« À l'église du Père Jacques. » Elias fut surpris. Vincent n'était pas croyant, il le savait. « Pourquoi ?»« J'ai besoin de voir où tu as grandi, où tu es devenu l'homme que tu es. » La petite église était toujours là, un peu plus décrépit qu'avant. Un jeune prêtre, le successeur du Père Jacques, les accueillit chaleureusement. Elias montra à Vincent la petite pièce où il avait dormi pendant des années, les étagères où étaient rangés les livres qu'il avait dévorés, le banc où le Père Jacques lui enseignait chaque soir. C'est ici qu'il m'a appris que l'éducation n'était pas un privilège mais un droit, que l'intelligence sans compassion était stérile, que la vraie richesse se mesurait en vies touchées, pas en biens accumulés. Vincent s'assit sur le vieux banc, passant sa main sur le bois usé. Si j'avais eu quelqu'un comme lui, il ne finit pas sa phrase. Vous l'avez eu, votre mère. Elle essayait de vous enseigner la même chose. Vous n'étiez juste pas prêt à l'entendre. Et maintenant que je suis prêt, c'est trop tard. Non. Elias s'assit à côté de lui. Ce n'est jamais trop tard. Regardez ce que vous avez accompli en 10 ans. Regardez combien de vies vous avez changé. Vincent resta silencieux un long moment. J'ai peur, Elias. Pour la première fois depuis que j'étais enfant, j'ai vraiment peur. De mourir? Non, de ne pas en avoir fait assez, de partir en sachant que j'aurais pu faire plus si j'avais commencé plus tôt. Vous avez fait énormément, et votre héritage continuera longtemps après vous. Vincent se tourna vers lui, les yeux brillants. Promets-moi quelque chose. Tout ce que tu veux. Promets-moi de raconter cette histoire. Pas pour me glorifier, mais pour montrer aux autres qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Que peu importe d'où on vient ou ce qu'on a fait, on peut toujours choisir d'être meilleur. Je te le promets. Ils restèrent là, dans la petite église,
2 hommes que la vie avait réunis de la façon la plus improbable. Un ancien mendiant et un ancien tyran devenus frères dans leur quête commune de rédemption et de sens. L'été arriva, torride et impitoyable. Vincent s'affaiblissait de jour en jour. Il finit par accepter de rester à l'hôpital, dans une chambre privée qu'il avait insisté pour transformer en bureau improvisé. Elias lui rendait visite chaque jour. Parfois il parlait affaires. Souvent il restait juste assis en silence, regardant par la fenêtre les toits de la ville qu'ils avaient contribué à transformer. Un soir, alors que le soleil se couchait dans une explosion d'orange et de pourpre, Vincent murmura : « Tu sais ce qui est drôle ? » ?»« Quoi ? » ?»« J'ai passé ma vie à construire des tours qui touchent le ciel, mais le seul monument qui restera vraiment, c'est un morceau de pain que tu as partagé avec une vieille femme malade. » Elias sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas un monument, c'était juste de l'humanité. Justement, c'est ça qui reste. Pas les bâtiments, pas l'argent, l'humanité. Vincent ferma les yeux, épuisé. Ma mère le savait, elle a toujours su. 3 jours plus tard, par une chaude nuit d'août, Vincent Duchamp s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Elias était à son chevet, tenant sa main. Les derniers mots de Vincent avaient été « Merci de m'avoir montré le chemin du retour ». Les funérailles furent grandioses, comme on pouvait s'y attendre pour un homme de sa stature. Mais Elias insista pour qu'on organise aussi une cérémonie plus intime, dans le quartier où Marguerite avait grandi, où elle et Vincent avaient vécu dans 9 mètres carrés. Des centaines de personnes vinrent, pas des PDG ou des politiciens, mais des familles, des ouvriers, des jeunes, des personnes âgées. Tous ceux dont Vincent avait changé la vie pendant ces 10 dernières années. Elias prononça l'éloge funèbre. Vincent Duchamp n'était pas un saint. Il a fait des erreurs, il a blessé des gens, il a perdu son chemin pendant longtemps. Mais il a eu le courage de reconnaître ses torts, le courage de changer, et dans ces dernières années, il est devenu l'homme que sa mère avait toujours espéré qu'il soit. Il raconta alors toute l'histoire, le morceau de pain partagé, la vieille femme malade, le fils arrogant qui avait jeté de l'argent avec mépris, les années qui avaient suivi, la lettre de Marguerite, la rencontre dans le bureau, la transformation. Les gens pleuraient ouvertement, parce que c'était l'histoire de nous tous, de nos erreurs, de nos regrets, de nos secondes chances. Vincent m'a dit une fois qu'il avait peur de ne pas en avoir fait assez, conclut Elias. Mais regardez autour de vous. Regardez ces bâtiments où des familles vivent dignement, ces écoles où des enfants apprennent, ces centres où des jeunes trouvent leur voie. C'est son héritage. C'est la preuve qu'il en a fait plus qu'assez, et que sa transformation, aussi tardive soit-elle, a eu un impact immense. Après la cérémonie, une jeune femme s'approcha d'Elias. Elle devait avoir une vingtaine d'années, des yeux noisettes brillants d'intelligence. « Monsieur Ferreira, je m'appelle Sophie Duchamp. Je suis la petite-fille de Vincent. » Elias fut surpris. Il savait que Vincent avait un fils, né d'un premier mariage qui avait échoué, mais ils étaient brouillés depuis des années. « Mon père refuse de me parler, » expliqua Sophie. « Il dit que grand-père l'a déshérité et trahi l'entreprise familiale en travaillant avec vous. Mais moi, je voulais vous rencontrer, je voulais comprendre. » Ils marchèrent ensemble dans les rues du quartier. « Votre grand-père était un homme compliqué, » dit Elias, « mais il a trouvé une forme de paix dans ces dernières années. Mon père dit que vous l'avez manipulé, que vous avez profité d'un vieil homme malade pour voler sa fortune. » Elias s'arrêta, la regardant droit dans les yeux. « Croyez-vous vraiment ça ?» Sophie hésita, puis secoua la tête. « Non, j'ai lu sur vous, sur votre travail, sur la fondation. Ce n'est pas l'œuvre d'un escroc, c'est l'œuvre de quelqu'un qui se soucie vraiment. Votre grand-père a choisi de changer sa vie, je l'ai juste accompagné dans ce voyage. Pourquoi ? Pourquoi avez-vous aidé l'homme qui vous avait humilié ?» Elias pensa à Marguerite, à ses yeux voilés par la fièvre, à sa main tremblante prenant le morceau de pain. Parce que sa mère m'a appris que tout le monde mérite une seconde chance, même ceux qui ne pensent pas la mériter. Sophie resta silencieuse un moment. « Je veux travailler avec vous, à la Fondation. Je viens de terminer mes études en architecture sociale. Je veux continuer ce que grand-père a commencé. » Elias sourit. Il aurait été très fier de vous. Sophie devint rapidement un pilier de l'entreprise. Elle apportait une énergie nouvelle,
des idées innovantes et surtout la passion de quelqu'un qui avait compris la leçon que son grand-père avait mis des décennies à apprendre. Les années passèrent encore. Elias vieillit, ses cheveux devinrent gris, puis blancs. Mais il continua à travailler, inlassable, fidèle à la promesse faite à Vincent et à la mémoire de Marguerite. Un jour, à 70 ans, alors qu'il visitait un nouveau projet dans le quartier où il avait grandi mendiant, il s'assit sur un banc pour reprendre son souffle. Un jeune garçon, sale et dépenaillé, s'approcha timidement. « Monsieur, vous allez bien ?» Elias leva les yeux et vit son propre reflet d'il y a des décennies, le même regard à la fois méfiant et curieux, la même maigreur, les mêmes pieds nus. « Oui, merci. » Elias sortit une barre de céréales de sa poche. « Tu as faim ?» Le garçon hésita, puis tendit la main. « Je m'appelle Elias Ferreira, » dit le vieil homme. « Et toi ?»« Lucas. »« Tu vis dans la rue, Lucas ?» Le garçon hocha la tête sur la défensive. « Tu sais, j'ai vécu dans la rue moi aussi quand j'avais ton âge. » Lucas le regarda avec incrédulité. « Vous ? Mais vous êtes riche. J'ai vu votre photo dans le journal que j'utilise comme couverture. » Elias rit doucement. « Oui, maintenant. Mais pendant longtemps, tout ce que j'avais, c'était un morceau de pain rassis et beaucoup de questions sur pourquoi le monde était si injuste. » Et vous avez trouvé les réponses ? Quelques-unes. La plus importante, c'est que la gentillesse est la seule chose qui peut changer le monde. Pas l'argent, pas le pouvoir, la gentillesse. Lucas mâcha sa barre de céréales, pensif. « Vous avez un endroit où aller ce soir, Lucas ?» Le garçon secoua la tête. « Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. » Elias l'emmena au centre d'accueil de la fondation, à quelques rues de là. Le bâtiment était chaleureux, accueillant. Des jeunes comme Lucas entraient et sortaient librement. Ici, tu peux dormir au chaud, manger, te laver, et si tu veux, tu peux aussi étudier, apprendre un métier, construire ta vie. Lucas regardait autour de lui, émerveillé. C'est gratuit ? Oui, parce que quelqu'un m'a aidé quand j'étais comme toi, et j'ai promis de faire la même chose pour d'autres. Le directeur du centre, un jeune homme nommé Thomas, qui avait lui-même été sauvé par la fondation des années auparavant, prit Lucas en charge. Avant de partir, Elias s'agenouilla difficilement devant le garçon. « Lucas, tu as une lumière en toi. Je le vois. Ne la laisse jamais s'éteindre, peu importe ce qui arrive. D'accord ?» Le garçon hocha la tête solennellement, ne comprenant pas totalement, mais sentant l'importance du moment. Cette nuit-là, dans son appartement confortable mais modeste, Elias ne put s'endormir. Il pensait à tous les Lucas qu'il avait rencontrés au fil des années, des centaines, des milliers peut-être. Certains avaient saisi la chance offerte et transformé leur vie. D'autres s'étaient perdus, incapables de surmonter leur traumatisme. C'était la réalité. On ne pouvait pas sauver tout le monde. Mais chaque vie changée en valait la peine. Il pensa à Marguerite, disparue depuis si longtemps mais dont l'impact résonnait encore. À Vincent, qui avait trouvé la rédemption dans ces dernières années. Au père Jacques, qui lui avait donné les outils pour transformer sa colère en compassion. Et il pensa à ce morceau de pain partagé dans une rue froide, il y a plus de 50 ans. Comment ce geste simple, instinctif, avait déclenché une cascade d'événements qui avaient changé tant de vies. Elias se leva et alla à son bureau. Il ouvrit un tiroir et en sortit un vieux cahier. C'était son journal qu'il tenait depuis l'époque du père Jacques. Il commença à écrire, racontant toute l'histoire depuis le début, pour la postérité, pour que personne n'oublie. Il écrivit jusqu'à l'aube, les mots coulant comme une rivière longtemps contenue. Quand il eut terminé, il relut le tout, les larmes coulant librement sur ses joues ridées. Ce n'était pas une histoire de héros, c'était une histoire d'humanité, d'erreur et de rédemption, de chances perdues et retrouvées, de la capacité infinie de l'esprit humain à changer, à grandir, à devenir meilleur. Les mois suivants, Elias supervisa personnellement la transformation de son journal en livre. Il refusa tous les gros éditeurs qui voulaient en faire un best-seller commercial. À la place, il le publia modestement avec tous les profits allant directement à la fondation. Le livre se répandit lentement, de main en main, de cœur en cœur. Pas un phénomène médiatique, mais quelque chose de plus profond. Les gens qui le lisaient étaient changés. Ils regardaient différemment les mendiants dans la rue.
Il donnait plus facilement. Il pensait plus longtemps avant de juger. Lucas, le jeune garçon qu'Elias avait rencontré ce jour-là, dévora le livre. Il y trouva sa propre histoire, la preuve qu'un enfant des rues pouvait devenir quelqu'un. Il étudia avec acharnement, encouragé par l'exemple d'Elias. À 20 ans, Lucas était assistant social, travaillant avec les jeunes de la rue. À 30, il dirigeait sa propre organisation. À 40, il était considéré comme l'un des plus grands défenseurs des droits des sans-abri du pays. Et quand on lui demandait d'où venait sa passion, il racontait toujours l'histoire d'un vieil homme qui s'était assis sur un banc et lui avait donné une barre de céréales et une raison de croire. Elias vécut jusqu'à 82 ans. Il mourut paisiblement dans son sommeil, entouré de ceux qui l'avaient aidé au fil des années. Sophie était là, tenant sa main, comme il avait tenu celle de Vincent des décennies auparavant. Ses derniers mots furent simples: continuez à partager, continuez à donner, c'est tout ce qui compte. Ces funérailles attirèrent des milliers de personnes. Pas de grands discours politiques ou de célébrations corporatives, juste des témoignages, des histoires. Des gens racontant comment Elias avait changé leur vie par un geste de bonté. Lucas, maintenant un homme mûr aux tempes grises, raconta comment une barre de céréales et quelques mots gentils l'avaient sauvé d'une vie de misère. Sophie parla de l'homme qui avait sauvé son grand-père de lui-même et lui avait montré qu'il n'était jamais trop tard pour changer. Des centaines d'autres partagèrent leurs propres histoires, tissant une tapisserie de compassion et d'espoir. Mais peut-être que le témoignage le plus puissant vint d'une femme âgée que personne ne connaissait. Elle se leva avec difficulté, soutenue par sa fille, et parla d'une voix tremblante. « Il y a 60 ans, j'étais une jeune femme perdue dans les rues de cette ville. J'étais malade, affamée, convaincue que personne ne se souciait de moi. Et puis un garçon, lui-même affamé, m'a donné la moitié de son pain. Ce geste m'a sauvé la vie. Pas physiquement, même si j'étais affamé, mais il m'a sauvé l'âme. Il m'a rappelé qu'il y avait encore de la bonté dans ce monde. Elias ne se souvenait sûrement pas de moi. J'étais juste une parmi tant d'autres qu'il a aidées. Mais moi, je ne l'ai jamais oublié. » Elle s'assit et le silence emplit l'église. Un silence chargé de compréhension, d'émerveillement devant la portée insoupçonnée de nos actions. On enterra Elias à côté de Père Jacques, dans le petit cimetière près de l'église où il avait grandi. Sa pierre tombale était simple: Elias Ferreira. Il a partagé son pain et changé le monde. Les années continuèrent leur marche inexorable. La fondation Marguerite Duchamp prospéra, touchant des vies dans le monde entier. Le modèle de développement créé par Elias et Vincent fut adopté par de nombreuses villes. Sophie, avec Lucas à ses côtés, transforma l'entreprise en une force encore plus puissante pour le bien. Ils ajoutèrent de nouveaux programmes: soutien en santé mentale, formation professionnelle, aide à l'entrepreneuriat pour les populations défavorisées. Mais ils ne perdirent jamais de vue la leçon centrale, celle qui avait tout déclenché. Chaque nouvel employé, lors de son premier jour, recevait une copie du livre d'Elias et visitait l'endroit où il avait partagé son pain avec Marguerite. C'était un pèlerinage, un rappel. N'oubliez jamais, disait Sophie à chacun, que tout a commencé avec un geste simple, un enfant affamé qui a choisi de donner plutôt que de garder. Si vous ne retenez qu'une chose de votre temps ici, que ce soit ça: la compassion n'attend pas que nous ayons assez pour nous. Elle nous pousse à partager ce peu que nous avons. Dans une école primaire du quartier pauvre où Elias avait grandi, une enseignante racontait son histoire à des enfants aux yeux écarquillés. « Et vous savez ce que ça nous apprend ?» demanda-t-elle. Une petite fille leva la main. « Que même si on n'a presque rien, on peut quand même aider. » Exactement. La bonté ne dépend pas de combien d'argent tu as dans ta poche, elle dépend de ce que tu as dans ton cœur. Un garçon au fond de la classe demanda: « Mais madame, si on donne tout ce qu'on a, qu'est-ce qu'il nous reste ?» L'enseignante sourit. « Il nous reste quelque chose de bien plus précieux que ce qu'on a donné. Il nous reste la certitude qu'on a fait une différence, et ça, personne ne peut nous l'enlever. » Ces enfants grandirent avec cette histoire gravée dans leur cœur. Certains devinrent médecins, enseignants, travailleurs sociaux. D'autres devinrent parents, transmettant la leçon à leurs propres enfants. L'histoire d'Elias devint une légende urbaine, puis un mythe moderne. Mais contrairement à beaucoup de mythes, celui-ci était vrai, et sa vérité le rendait d'autant plus puissant.
Des décennies après la mort d'Élias, la ville érigea une statue à l'endroit où il avait rencontré Marguerite. Pas une statue de lui, comme beaucoup l'auraient voulu, mais une statue de deux mains, l'une tendant un morceau de pain à l'autre. Au pied, une plaque. Un morceau de pain partagé avec amour peut nourrir le monde. En mémoire d'Elias Ferreira, Marguerite Duchamp et tous ceux qui choisissent la bonté, la statue devint un lieu de pèlerinage. Les gens venaient y laisser de la nourriture pour les sans-abri, des vêtements, des messages d'espoir. Mais plus important encore, ils venaient se rappeler. Se rappeler qu'ils avaient le pouvoir de changer des vies, se rappeler que la richesse ne se mesure pas en euros mais en cœurs touchés, se rappeler que la vraie force n'est pas dans la domination mais dans la compassion, et se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour devenir meilleur, pour choisir l'amour plutôt que l'indifférence. L'histoire d'un mendiant qui avait tout donné et d'un homme riche qui avait presque tout perdu avant de retrouver ce qui comptait vraiment résonnait à travers les générations. Car au final, ce n'était pas vraiment l'histoire d'Elias ou de Vincent, c'était l'histoire de nous tous, de nos choix quotidiens entre l'égoïsme et la générosité, entre le jugement et la compassion, entre construire des murs et construire des ponts. Et dans un monde qui semblait parfois devenir plus dur, plus froid, plus divisé chaque jour, cette histoire était un phare. Un rappel que l'humanité n'était pas perdue, qu'un simple geste de bonté, aussi petit soit-il, pouvait déclencher une cascade de biens qui toucherait des vies pour les générations à venir, qu'un mendiant pouvait devenir le professeur d'un homme riche, qu'un morceau de pain pouvait changer le monde, et que la plus grande richesse qu'on puisse jamais posséder n'est pas ce qu'on garde, mais ce qu'on donne.